Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, tendance ride. Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu au micro, ravi de vous retrouver enfin pour un nouvel épisode de Mordu. Aujourd'hui, on part dans les coulisses d'un pari un peu fou, créer un festival de glisse et de van life en Ile-de-France dans un stade olympique. J'accueille Arnaud Gimonet et François Flotté, cofondateurs du Glisse & Van Paris Show, dont la première édition se tiendra du 17 au 21 septembre 2025 à Vaires-sur-Marne. Au programme, tester du matos directement sur le plan d'eau, découvrir les dernières nouveautés van life, assister à des compètes spectaculaires comme le pump foil, et même un concert de Céron avec un show de drone au-dessus du lac. Mais au-delà du programme XXL, Arnaud et François nous racontent aussi les coulisses, comment est née l'idée, les paris, les difficultés et pourquoi ils pensent que ce festival peut devenir un incontournable de la culture ride et outdoor. Vous allez voir, c'est inspirant, passionné et ça donne envie d'y être. Allez, c'est parti. Salut les gars, bienvenue sur Mordu. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Alors on est à quelques jours du Glisse & Van Paris Show, là j'ai croisé l'équipe, ça y est, on est bien dedans, c'est la première édition. On va rentrer direct dans le vif du sujet. C'est quoi ce show ? Oui, merci Mathieu. En effet, le Glisse & Van Paris Show, c'est le premier salon de la glisse, de la van life et de la e-mobility. C'est parti d'un projet, on va dire, passion, et d'une passion qu'on avait pour ces sports, pour la van life, et surtout la volonté de recréer une véritable expérience à la fois pour le grand public et aussi pour les professionnels, et de sortir un petit peu des salons classiques en intérieur, et de redonner véritablement, de recréer une expérience au quotidien pour l'ensemble des exposants et surtout pour le grand public. Bon, moi j'adore le concept parce que c'est proche de Paris, ça met en avant différents univers, que ce soit la glisse, la van life, la mobilité. Je trouve que c'est très cool. On a besoin de ça, il y a plus grand chose, hein. Le salon nautique, c'est un peu feu salon nautique, bon, on verra ce qu'ils vont faire cette année. La partie ride, elle était quand même devenue très limitée, donc je trouve que c'est très cool. Est-ce que vous vous souvenez comment vous avez eu cette idée ? C'était quoi ? C'était un soir dans un bar ? Comment ça s'est passé cette histoire ? Ouais, on n'est pas loin de ça. Nous, on se connaît depuis 20 ans avec François. On s'est connus dans l'univers, dans une passion qu'on avait en commun, qui était l'automobile ancienne. Et puis, on s'est revus il y a quelques temps de cela, par rapport à un projet que j'ai développé depuis 5 ans, qui s'appelle le Vintage Fun Cup Tour, qui justement autour de la glisse, où on refait des courses de planches à voile vintage avec des combis. Et François, dans son activité professionnelle, vient me voir et me dit: tiens, ton projet il est sympa. Je travaille sur la communication du stade nautique olympique. Il faut absolument faire j'ai fait une reco auprès de la société qui pilote et qui exploite le site, et je leur ai fait une reco pour faire un événement marquant post-JO, véritablement dans l'héritage des Jeux. Et on est allé sur place avec François en plein mois de novembre. Il pleuvait, le site n'était pas hyper glamour, mais on a vu le potentiel, c'était ouf. Et vraiment, ce qui est ressorti, et c'était le point de départ, c'est de se dire on va faire tout ce salon autour du plan d'eau qui fait 2 km de long, qui est juste magnifique. Il y a des infrastructures incroyables. On bénéficie encore une fois de l'héritage des JO. Donc il y avait tous les éléments réunis pour faire un salon. Et au départ, on est parti, on a tâtonné, on s'est dit on va faire de la glisse, la van life évidemment, et puis on y a agrégé ensuite forcément l'e-mobility, en tout cas tout ce qui faisait sens au travers de ces 3 communautés qui sont hyper perméables. Ça semblait vraiment comme une évidence en fait. Quand on a vu le site, tout de suite, c'est venu spontanément. On a eu ces 3 univers qui sont arrivés comme on devinait déjà le salon, on avait déjà le rêve en face de nous. Et surtout, ce qu'on souhaitait, parce que tu fais bien de le dire, c'est la dimension du fun et du business sur ce stade nautique olympique. Et ce qui est rigolo, c'est que je parlais effectivement du besoin d'avoir ce salon, de concentrer ces différents univers. Moi, il y a un autre aspect que j'aime bien dans ce projet, mais ça y est, qui se concrétise dans quelques jours, c'est l'aspect entrepreneurial, quoi. Parce que ce que vous avez monté, on va revenir sur le programme, c'est pas 3 gars dans une tente sur une pelouse, quoi. Là, vous êtes parti sur un truc sacrément ambitieux, c'est un vrai projet entrepreneurial. Est-ce que vous vous rappelez du moment où vous êtes tapé dans la main, vous avez dit bon allez, on y va? Ou est-ce qu'au début ça devait justement 3 tentes sur une pelouse et puis finalement l'idée au départ, c'est vrai que
On n'est pas on vient pas de nulle part non plus. Arnaud était fort avec la création de la Vintage Fun Cup de Fromentine, qui est un événement à fort succès aujourd'hui. Moi, de mon côté, j'ai un petit peu d'expérience avec l'agence Kaili, qui est spécialisée en événementiel dans les centres commerciaux au niveau national depuis 20 ans. Donc on vient pas de nulle part non plus. Il y avait toujours une prise de risque, effectivement, parce que c'est une grande inconnue de se lancer dans la création d'un salon. Surtout par les temps qui courent, et on a la chance aussi de réinsuffler post-Covid aussi l'envie de donner du bonheur aux gens, de revenir sur les sports de loisirs, de l'outdoor, et finalement on se laisse porter aussi par un marché et par des gens qui veulent retrouver du fun au quotidien. Sur la glisse et la van life, alors pourquoi est-ce que vous avez souhaité combiner ça ? C'est très naturel pour vous, mais comment tu l'exprimes quand tu présentes ça à tes partenaires ou au public ? Alors clairement, bon, déjà c'est un projet du kiff, et alors c'est marrant de le dire, mais à passer la quarantaine, on a envie de travailler sur des choses qui nous plaisent et qui soient fun. Et c'est des univers qui nous parlent, parce que moi j'étais moniteur de voile quand j'étais jeune étudiant, et je pratique encore aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs, je me suis vachement remis, et c'était une évidence de rassembler ces deux communautés, parce que tous les pratiquants de sport de glisse, que ce soit du kite, de la planche, du surf, etc., souvent ils ont un van pour transporter le matériel ou pour dormir sur le spot au plus proche de la vague ou du spot où le vent est bien orienté. Donc c'était une évidence. Et puis par mon expérience, moi, de l'événement que j'organise depuis 5 ans, j'ai vu cette communauté de la van life qui avait toujours un paddle sur le toit, un skate dans le coffre, une aile de kite, 2 wings de plus en plus. Donc c'était presque une évidence, en fait, de rassembler ces deux mondes, parce que c'est le même, en fait. J'avais souvent cette blague, je disais à mes potes, là, avec l'explosion des différentes pratiques, le fog, le para-wing, le dog start, le sup, le machin, en fait, moi, je suis en train de dire, en fait, le van, c'est un peu over, hein, c'est la baraque sur la plage, là, qu'il faut maintenant, on n'y arrive plus, mais le van, c'est déjà cool. Est-ce que le fait d'être en Ile-de-France, parce que c'est vrai que là, on parle d'un festival glisse, van life, alors moi, je comprends que la genèse, elle est un peu liée au lieu, donc j'imagine que vous n'avez pas benchmarké, vous n'avez pas dit bon, on fait ça, est-ce qu'on fait à Biarritz, est-ce qu'on fait ailleurs, c'était peut-être assez naturel, mais est-ce que le fait d'être en Ile-de-France, c'est quelque chose d'important, d'inhérent au projet ? Oui, c'est quelque chose qui est hyper important, parce que généralement ces sports on les pratique sur l'Atlantique, dans le sud, dans le nord de la France, et donc là en fait ce qui est intéressant, c'est d'amener un terrain de jeu aux Franciliens, ramenant ces sports de loisirs autour de ce stade nautique olympique. Et finalement, en fait, on souhaite leur apporter tout ce qu'on peut avoir sur nos lieux de vacances, mais depuis Paris. Donc oui, effectivement, c'était quelque chose de très important pour nous de s'adresser aux Franciliens et de les surprendre, en tout cas. Et c'est aussi les Franciliens, bizarrement, qui sont les pratiquants. Si on regarde historiquement comment ont été créées les écoles de voile sur la côte, ça a été les citadins qui venaient en vacances, qui ont créé les clubs de surf. C'est le cas à Biarritz du Surf Club de France, qui a été créé par la famille de René, à l'époque. C'était le cas des écoles de voile, et c'est encore dans la continuité aujourd'hui. Les principaux pratiquants, ils sont en ville, ils vont l'été sur la côte, ils ont leur résidence secondaire ou autre, et c'est eux qui pratiquent en priorité, en tout cas historiquement, les sports de glisse. Donc c'était aussi une cible pour la partie, on va dire, pour l'aspect un peu plus B2B et business du salon. La clientèle, elle est citadine, et elle est en Ile-de-France. Je confirme, en tout cas, côté Mordu, on voit que les hotspots, c'est les Alpes, la façade ouest et Paris-Île-de-France, qui est bien représenté chez les auditeurs de Mordu, c'est assez rigolo. Alors, et du coup, j'en profite pour rebondir sur l'aspect francilien avec notre troisième brique, qui est l'immobilité. L'immobilité, aujourd'hui, Arnaud le disait, avec les vannes, il y a du sens entre la glisse et la van life. Aujourd'hui, tout le monde a besoin aussi de son vélo. Les pratiquants, on est en Ile-de-France, donc du coup, c'est de nouveaux moyens de mobilité urbaine de façon importante avec nos constructeurs de vélos électriques, de vélos à destination du loisir également. Donc, on avait aussi cette brique de l'immobilité qui était très importante au sein de la construction du Glissman. J'ai témoigné à titre personnel, moi j'ai un game changer dans ma vie de Parisien, c'est qu'avec le Dog Start, je prends mon vélo électrique, je fais 35 minutes de vélo et j'arrive sur la Marne et je peux faire du Dog Start, quoi. Et c'est quelque chose de tout nouveau et que je trouve ça génial. Alors j'ai pas mal de mes potes qui me regardent comme un taré, mais moi honnêtement je trouve ça génial, quoi. Et je pense que vous êtes bien dans une cible qui est à potentiel et hyper intéressante. Alors, l'édition 2025, la première, rappelle-moi les dates, c'est du 17 au 21 septembre. 17 au 21 septembre, une demi-heure de Paris côté Est. C'est quoi
les temps forts, qu'est-ce qu'il va y avoir là, si on y va? Il va y avoir déjà la possibilité pour tout le public de venir tester le matos de toutes les plus grandes marques de glisse qui sont présentes. Et là, dans des conditions réelles, ça va être facile. Le matos sera dispo sur les pontons et c'est déjà une nouveauté. Et c'est vraiment multi-support, multi-activité. Il y aura des initiations toute la journée et puis il y aura également des compétitions. Et là, c'était une vraie ambition de notre part aussi de pouvoir amener ce côté sportif avec l'appui et le soutien des fédérations. On aura des compétitions de sup sur 3 formats différents, de longue distance, technical race et sprint. On va avoir des compétitions de windsurfer LT, donc qui est un peu le support qui revient un petit peu de la planche à voile avec cette réédition, on va dire, de l'historique windsurfer et qui est un peu à l'origine aussi de tous les sports de glisse aujourd'hui. Et puis le point d'orgue le samedi et le dimanche avec le pump foil dont tu parlais et je crois que tu es pratiquant. Où là, l'idée c'est que c'est clairement aussi une nouvelle pratique qui est facile à mettre en place, qui correspond bien aussi, je pense, aux citadins et qui est hyper spectaculaire. Voilà. Et on a la chance d'avoir des riders, des pro-riders en surf qui se mettent de plus en plus au pump foil. On a la chance d'avoir Clément Rosero qui sera présent, Olivia Piana qui sera présente, qui va participer aussi aux épreuves de pump foil. Voilà, donc ça va vraiment... je dirais qu'il y a un programme où toutes les heures, il y a des animations qui partent sur l'eau, quoi, avec un fil conducteur qui sont bien évidemment les tests, les initiations avec le soutien de la Fédération française de voile et le comité départemental de voile qui va faire des initiations pour les plus jeunes toute la journée avec le soutien également de Surfrider. Voilà, donc c'est un événement où ça va booster, quoi. Sur l'eau, on a besoin d'un topper pour lancer les animations quasiment toutes les heures, quoi. J'ai reçu l'Excel de tout ce qu'il y a. Je vous ai dit, il y en a partout. Et c'est génial. Et encore, t'as pas la dernière version. Donc, elle va être publiée là ce soir. Il y a encore de belles surprises à venir. On a aussi pensé l'événement pour les familles, à destination des familles, avec des faire venir, comme le dit Arnaud. On aura des initiations sur le plan d'eau, avec l'initiation au wakeboard, le paddle pour les enfants, et également on y installe une grande roue, un simulateur de surf aussi qui va être présent, qui risque de cartonner auprès des petits et des plus grands. Et puis en termes de programme, on a quelque chose d'exceptionnel le samedi 20 septembre. C'est que toujours dans l'héritage des Jeux, en clin d'œil à la cérémonie d'ouverture de la Tour Eiffel, on a réussi à voir Céron en concert le samedi soir sur le stade nautique olympique. Et là aussi, clou du spectacle, on aura en pré-show un pré-show nostalgie qui sera présent pour annoncer le concert de Céron, avec un magnifique spectacle de drones. On a un show de drone de 300 drones au-dessus du stade nautique olympique en cérémonie de clôture de notre salon. Non mais les mecs ont fait un programme de malade, Je t'ai dit qu'on avait mis la barre haute, on l'a mis haute, et dès le début. Non, ouais, c'est top. En plus, ce qui est bien avec ce format, c'est qu'on est sûr d'avoir il va se passer des choses, parce qu'en fait, entre le dog start, le windsurf, on n'a pas besoin d'avoir du vent, des vagues. En fait, c'est sûr que ça va partir vers plein de trucs. Ça va être génial, quoi. C'était le sujet, hein, c'était une vraie question. Moi qui ai l'habitude d'organiser des événements où on est météo dépendant, là, moi, on a hésité. Très honnêtement, on voulait faire des compètes de wing, mais on s'est dit c'est hyper déceptif si il n'y a pas les conditions. Autant rester sur des choses qui soient malgré tout spectaculaires, et notamment le pump foil, quoi. On a du e-foil aussi, ça, il n'y a pas pareil, il n'y a pas besoin de conditions. Voilà, donc on a tout fait pour à la fois s'assurer du spectacle pour les visiteurs, mais aussi pour les compétiteurs, pour les riders, qui puissent s'éclater, quoi. Ils sont sûrs de venir et ils sont sûrs qu'on va lancer des manches, quoi. Et ça, c'était important. Il va y avoir des athlètes, des riders. Hein. Tu as parlé de Clément, d'Olivia. Il y aura qui d'autre? Je crois qu'il y a on a la chance d'avoir Antoine Elbeau qui sera présent. Björn Dankerbeck et on a la chance aussi d'avoir Björn qui sera présent. On a Eden qui est un Suisse qui a remporté la dernière étape de pump foil au championnat du monde, je crois. On va avoir les 2 Axel là, qui se tirent la bourre en permanence toutes les étapes de pump foil. Donc on a toute une nouvelle génération et c'est pareil, c'est un événement qui est intergénérationnel où on va avoir les légendes qui nous ont fait rêver, à qui quand on était gamin on demandait un autographe au salon nautique, qui aujourd'hui seront présents et qui, voilà, comme les gens comme Björn par exemple. On a Robbie avec qui on est en contact, mais Robbie, le faire venir d'Hawaï, c'est compliqué, son emploi du temps lui permet pas toujours, mais on sait qu'il nous soutient et on a un petit mail de lui qui nous dit les gars, c'est génial ce que vous avez fait, c'est top, et bravo et continuez. Et puis on a cette nouvelle génération, on a Pierre Mortefond là qui nous accompagne, qui vient de remporter son 4e titre de champion du monde en windsurf là il y a maintenant 15 jours.
Donc voilà, on est assez content d'avoir réussi à fédérer autour de nous des professionnels, des passionnés. Et encore une fois, pour nous, c'est un kiff, quoi, parce que on bosse 7 jours sur 7, quasiment 24 heures sur 24, et on a cette petite récompense d'avoir ces athlètes, ces riders, ces pro-riders qui nous font confiance, qui nous accompagnent et qui nous soutiennent surtout. Donc c'est une chouette récompense pour nous. Ouais, et puis je peux témoigner, il y a un bon engouement là des passionnés, en tout cas en Ile-de-France, ça discute pas mal. Et c'est chouette. Vous attendez combien de personnes en termes d'ambition, dans vos rêves le plus fous? Non, mais raisonnablement, on sait qu'on attend une affluence à 10 000 personnes par jour le week-end. Et puis la semaine, on est plus sur une activité plutôt B2B. On a la journée d'inauguration le mercredi avec les officiels, etc. Et puis jeudi, vendredi, on est plus sur les activités, on va dire, plus B2B où les professionnels, les distributeurs vont venir voir les marques. Voilà, et donc on est raisonnablement entre 3 et 4 000 personnes la semaine et aux alentours de 10 000 le week-end. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir plus parce qu'on voit, comme tu le disais, à la fois sur la communauté foil, etc., ça commence à rayonner. La communication à la radio commence la semaine prochaine, mais on voit déjà que ça y est, ça bouillonne et on sent la mayonnaise prend et que ça monte là. Donc on est assez excités. Ah, moi j'ai fait une soirée avec Céron pendant les jeux au Wanderlust. C'était mais plein, vous pouvez pas imaginer comment c'était plein comme un œuf, c'était le feu. Donc rien que cette soirée déjà, à mon avis, ça va vous ramener du monde. On est impatients. On a également aussi un très joli partenariat avec la région Île-de-France qui nous permettra d'infuser aussi et de transmettre au plus grand nombre l'envie de venir au Glisse & Van. Excellent. Bon, tiens, on va passer un peu dans la partie business du podcast. Peut-être alors sur la van life, il y a eu un énorme effet de mode post-Covid. Là, tout le monde voulait son van. Comment ça se situe le secteur en ce moment? Ils vous disent quoi, les gars? Ça continue à vendre super cher, il y a un petit retour de hype. On retrouve un peu les mêmes problématiques que dans la van life ou la glisse. C'est qu'il y a beaucoup de pratiquants. Il y a de plus en plus de pratiquants de van life et de glisse. Et il y a un marché qui s'est énormément éclaté. Et du coup, les fabricants de vannes, les aménageurs, etc. sont tellement nombreux qu'ils s'auto-cannibalisent. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup stocké post-Covid. Donc il y a eu une phase un petit peu d'épurement où ils ont déstocké, et c'est vrai pour la van life, c'est vrai pour la glisse. Et là aujourd'hui, on revient à un marché, on va dire, un peu plus normal. Et on attend, là il y a des sorties qui vont être faites, des annonces, notamment certains constructeurs qui vont relancer des nouveaux vannes. Mais on est dans cette situation-là. Et on va retrouver exactement la même chose sur la glisse, un marché extrêmement éclaté. Avant, on avait quelques gros faiseurs. Et là, on a plein de petits acteurs du marché qui se sont lancés dans le foil, dans les boards, etc., etc. Et de ce fait, même mécanisme, post-Covid, tout le monde achetait du matos, etc. et partout. Les shops, les distributeurs ont surstocké. Elles ont passé 2 ans là à essayer d'écouler leur stock. Et là, on est sur un marché, on va dire, qui est sain maintenant, qui est redevenu sain. Et on peut, et c'est l'objectif du salon, c'est de préparer 2026. On a la chance, et la date n'est pas choisie non plus au hasard, du mois de septembre, c'est que la plupart des millésimes, des nouveaux millésimes, notamment que ce soit dans la van life, l'automobile ou la glisse, sortent en septembre. Donc on va avoir la chance d'avoir les nouveautés des marques en exclusivité sur Glisse & Van. C'est quoi les tendances? C'est quoi les nouveautés, les trucs un peu cool? Je sais pas, c'est quoi? C'est de l'autonomie énergétique, c'est plus de confort, c'est être capable de travailler dans son van. C'est quoi un peu les trucs qui il y a un peu tout ça, mais il y a surtout de nouvelles pratiques qui arrivent aussi avec l'industrie automobile. On a été très surpris avec Arnaud de faire des belles rencontres avec des constructeurs auto, comme Mini par exemple, que vient faire Mini au Glisse & Van Paris Show. Et en fait, les constructeurs classiques, avec l'avènement de l'électrification des véhicules, adaptent et communiquent sur une dimension loisir du véhicule de tous les jours. Je vais prendre l'exemple du Countryman, par exemple, qu'on connaît, le petit SUV urbain, qui a la capacité aujourd'hui de partir en week-end avec équipé d'une tente de toit d'origine et d'un porte-vélo. Mais la voiture urbaine devient un élément de loisir, d'évasion le week-end. Donc on a réussi à onboarder Mini avec nous, qui croit énormément au projet et qui souhaite développer sa communication autour du loisir et de la glisse dans les prochains mois. On a également un constructeur qu'on n'attendait pas, qui débarque en Europe, qui est Cadillac. Cadillac qui va être le partenaire officiel du village Glisse. Et Cadillac, puisqu'il s'achète un lifestyle, il a envie de parler à cette communauté de l'outdoor,
de montrer que son SUV électrique aujourd'hui une portée loisir. On peut partir avec son Lyriq, faire du surf, on peut faire du vélo avec son SUV. Donc ça, c'est des gens qu'on n'attendait pas, par exemple. L'automobile s'intéresse fortement à la van life. Et après, dans la van life, c'est toutes ces innovations, parce qu'on a énormément d'innovations sur la van life aujourd'hui en termes d'aménagement de van, d'équipement. Tu disais tout à l'heure tout ce qui est le solaire, tout ce qui est énergie renouvelable. Tout ça est énormément traité et travaillé. Et ça aussi, c'est un angle qu'on apprécie énormément avec Arnaud. C'est cette dimension environnementale aussi. Et les valeurs que porte la van life sont hyper intéressantes aujourd'hui sur un site comme le nôtre demain. J'imagine que lors du salon, je vais pouvoir voir tous les modèles, avoir des conseils. Tu vas même faire mieux que ça, tu peux dormir une nuit dans un van. Magnifique. Donc, tu pourras essayer in situ, dans les conditions réelles, au bord de l'eau. Tu peux tester une nuit dans un van et puis le lendemain repartir avec. Ah génial. Écoute, je vais appeler le banquier juste avant, le prévenir. C'est mieux. C'est préférable. Une petite carte qui va tomber. Est-ce qu'il y a un côté, moi, sur la van life, je trouve qu'il y a toujours un peu un écart entre la promesse, il y a un truc un peu real life versus Insta. Où tu as toujours des photos de ouf, tu dis mais la van life c'est la vie quoi, enfin tu vois. Et puis des fois tu te projettes, tu dis en fait je peux pas me garer où je veux, je risque de finir sur un parking d'Intermarché en zone périurbaine. Est-ce que ça c'est un écueil? Est-ce que c'est vrai qu'en fait il y a un côté déceptif, ou en fait quand là je te regarde Arnaud, est-ce que quand tu connais les plans, les coins, il y a quand même moyen de se faire kiffer et pas finir sur un parking d'Intermarché? Honnêtement, je pense qu'on finit jamais sur un parking d'Intermarché avec un van. Là, t'as la vision du camping-car. Et là-dessus, je te suivrai. Mais honnêtement, en van, pour pratiquer régulièrement, t'as l'avantage déjà de pouvoir passer sous les barrières. Et surtout, on a aujourd'hui une application qui est géniale, des applications dédiées, des applications comme Park Fortnite, qui est vraiment une application qui est dédiée à la communauté, où on partage les spots, etc. Et puis, il y a un outil qui fonctionne très bien aussi, qui est Google Maps. Tu ouvres ton Google Maps, tu regardes un coin un peu éloigné, orienté vers l'ouest, et en général, tu te trompes pas trop. Voilà. Et honnêtement, à chaque fois que je suis parti en famille avec des copains ou seul, ça m'est arrivé, et je raconterai une petite anecdote qui est assez drôle l'année dernière. Et bien finalement, tu as toujours des bonnes surprises, tu fais des belles rencontres, des spots incroyables, parce qu'on n'est pas contraint par la taille du camping-car. Donc au final, on arrive toujours à dormir au bord de l'eau. Rarement, j'ai jamais vu personne dormir avec un van sur un parking de supermarché. Toi, c'est le premier salon que tu organises, un peu en mode... En mode salon, c'est le premier. Après, j'ai un événement, moi, qui est autour de la glisse et de la van life déjà depuis 5 ans. Mais là, avec quelques exposants, mais là, en mode salon vraiment pur, c'est vrai que c'est une première pour nous deux. Et comment ça marche ce marché, comment quand vous avez attaqué un marché comme ça, les festivals, salons autour de l'outdoor, il y a le salon nautique, je crois qu'on l'évoquait en intro ou avant de lancer l'épisode, qui se cherche quoi. Là ils ont annoncé qu'ils allaient au Bourget, il y a des éditions qui ont été annulées, la partie glisse dedans elle est devenue peau de chagrin quoi. Enfin vraiment les dernières années il y avait plus grand monde, il y avait encore quelques annonceurs présents mais il n'y avait plus ce truc autour de la glisse. Il se passe quoi sur les salons outdoor? C'est un truc qui marche bien ou qui est à l'image du salon nautique qui cherche un peu? Non, c'est des salons qui marchent bien, mais aujourd'hui, ce sont des salons qui sont spécialisés par secteur. On va avoir un salon du foil, on va avoir un salon du sup, on va avoir des test days. Voilà, mais c'est des petits événements qui fonctionnent très bien, et là-dessus, il n'y a aucun sujet, c'est génial. Et ils existent déjà en fait. Nous, la seule différence, c'est qu'on a rassemblé en fait tous ces écosystèmes au même endroit. Mais il y a un vrai marché. D'ailleurs, tous nos exposants qui viennent, ils sont une semaine avant sur un test day ou sur un autre salon. Voilà. Mais à chaque fois, des salons plutôt spécifiques. Et là, nous, ce qu'on voulait apporter, c'était une vision un peu plus large et globale et faire rencontrer l'ensemble de ces 3 communautés. Et même au sein de la glisse, qu'il y ait du wing, du kite, de la planche, du paddle, et que tout le monde soit là, quoi. Et souvent, c'est les mêmes marques en plus derrière. C'est lequel des deux qui gère le sujet un peu chaud? La thune. À qui je pose la question? Je pense que là, on parle beaucoup glisse, van life, avec Arnaud qui est le spécialiste de la glisse et de la van life. Vous l'aurez tous compris que moi, c'est un petit peu... j'apprends de jour en jour, et j'adore ces univers. Et c'est François et Amici qui parlent au banquier. Mais on va être plus sur cette dynamique si on parle thune. C'est quoi le budget d'un salon comme ça? Alors, tu communiques en bulk,
sur le chiffre ou on l'a dit en préambule tout à l'heure, quoi. on a voulu dès l'édition marquer les esprits parce que on sort de nulle part entre guillemets, et c'est une édition qui doit marquer un petit peu les esprits. Donc on a forcément un budget qui est conséquent, notamment sur la partie des médias où on a un besoin de se faire connaître. Donc aujourd'hui on a la chance d'être accompagné avec le groupe Énergie et Nostalgie, où on a une campagne Natio, donc on fait partie des rares événements à avoir un énorme dispositif média de rentrée. Je crois qu'on a 200 spots sur les 2 radios, avec des présences en matinale et sur les fins d'après-midi. On a également mis un joli partenariat avec une autre agence de RP social media qui est Comeover, une agence qui est spécialisée sur tout ce qui est sportif également, puisqu'ils accompagnent le Vendée Globe et une partie des 24 heures du Mans. Et ils ont la chance d'accompagner Gliss & Van cette année. Donc on est ravis de les avoir comme partenaires. Donc oui, c'est un budget assez relativement important en termes d'infrastructure. On est sur un site des Jeux Olympiques qui est finalement à aucun équipement d'un point de vue énergétique, où on a besoin en fait on a un souci de production important à mettre en place. Donc on est sur un budget assez conséquent de production. Et du coup, en termes de recettes, votre modèle éco, c'est quoi? La billetterie, vous espérez que ça représente combien en pourcentage? On va dire que c'est un tiers. On a un tiers de partenariat, un tiers de billetterie et un tiers d'exposition. Okay. De commercialisation d'espace. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il faut qu'on soit à l'équilibre. et l'idée, effectivement, ce sera, et on le sera à l'équilibre dès cette première édition. Pareil, c'est un truc, on sait que sur ce type d'event, c'est la billetterie, en fait, c'est presque 3 semaines avant. Enfin, en tout cas, on ne le vend pas 6 mois avant. Donc là, vous allez voir c'est un peu difficile pour nous parce qu'on n'a pas cette habitude de production, et donc on est impatient avec Arnaud depuis des mois d'essayer de ficeler, que ce soit d'un côté nos exposants, de régler les détails techniques, de régler ces problèmes de billetterie entre guillemets, parce qu'on est impatient à chaque fois qu'on a un billet de vendu, c'est une victoire. Et c'est vrai que tous les gens autour de nous disent, mais attendez, un événement, un salon, c'est dans la dernière ligne droite que ça joue en termes de vente. Mais on n'est pas inquiet là-dessus du tout. Ah, mais non, puis c'est bien, vous avez un truc qui est relativement équilibré, vous avez déjà un petit peu de visibilité sur ce qui va se passer, quoi. Vous n'êtes pas 100% billetterie en disant bon alors. Voilà, c'est un peu de magie aussi opérée du salon. Non, mais c'est cool. Et puis là je vous vois, bon alors c'est la rentrée, mais vous êtes bronzé, ça va. On n'est pas sur des gars livides. Non, mais parce qu'on continue de travailler, mais en plein soleil, on passe aussi beaucoup de temps là-bas, il fait beau, le site est magnifique, donc ça devient notre nouveau bureau. Puis à partir de... On a vraiment l'impression de partir au bord de la mer, à quelques minutes de Paris, donc le site, on vous invite vraiment à venir le découvrir, parce que c'est un site qui est vraiment assez incroyable aux portes de Paris. Je pense qu'il y a ça, et puis moi j'invite aussi, je me permets, pour tous ceux qui ont envie de venir, pour tous ceux qui soutiennent la glisse, l'outdoor à Paris, Île-de-France, mais au-delà, voilà. Achetez vos billets, venez, enfin je me permets de le faire maintenant parce que je trouve que c'est un projet super cool et il faut soutenir les gens qui sont porteurs de projets pour la première édition, quoi. C'est ce qu'il y a de plus dur, voilà. Une fois que tu l'as fait une fois, bon... on va être blasé l'année prochaine. Voilà, et la première, voilà, chapeau, donc voilà, n'hésitez pas à prendre vos places dès que possible et à soutenir ce projet. Les partenaires, vous les avez dit, c'est des marques automobiles positionnées sur l'outdoor, c'est les vendeurs, distributeurs de matériel de glisse et outdoor. Il y a d'autres types de... Oui, on a des institutionnels, comme on l'a cité tout à l'heure, mais qui a un vrai beau partenariat avec la région Île-de-France. On est également soutenu par le département de la Seine-et-Marne. Et puis surtout les villes aussi des alentours, comme la ville de Vers-sur-Marne et de Torcy, qui accueille ce site. Et après, effectivement, on peut les citer sur la partie des constructeurs automobiles. On a la chance d'être avec Cadillac Europe, comme on l'a dit tout à l'heure sur la partie du village glisse. On a également Dacia qui a le vent en poupe en ce moment, parce qu'il équipe ses voitures de cellules près de faire de la van life. Donc on a la chance on accueillera un Dacia Camp sur le salon qui sera assez incroyable. On a la chance aussi d'avoir Volkswagen Utilitaire qui viendra célébrer les 75 ans du combi et vient avec un dispositif de 300 mètres carrés en mode mondial de l'automobile, avec Ladybuzz, avec toute la nouvelle gamme du California T7 qui sera présent. Et on a également, on le disait tout à l'heure, le groupe BMW Mini qui sera présent. Magnifique, canon. Dans un contexte où on dit que les constructeurs automobiles ils tirent un peu la langue, mais en tout cas là ils ont répondu présent, ils y croient, quoi. C'est peut-être une autre façon pour eux d'aborder le marché qui est un petit peu morose effectivement en ce moment au travers ces différentes normes qui leur sont défavorables en ce moment.
Et c'est une façon pour eux de se démarquer, d'essayer de chercher de nouveaux marchés avec des passionnés d'outdoor. Ouais, on communique plus sur l'automobile aujourd'hui, sur la performance, mais sur le lifestyle avec la voiture. Et donc, c'est clairement le créneau sur lequel on est et sur lequel l'Église de Paris Show, parce que c'est clairement aussi un événement lifestyle. Donc, je pense que c'est ça qui a fait résonance, en tout cas pour les marques automobiles. Et il n'y a pas que les marques automobiles. Ce qui plaît énormément à nos marques ou prestataires, c'est le fait vraiment de lier ces trois communautés. D'habitude, on est habitué à avoir des salons monomarchés. Et là, l'idée, c'est de pouvoir on a des communautés qui sont perméables. Et pour eux, c'est une façon unique, en fait, de pouvoir discuter d'un secteur d'activité à l'autre, entre la van life, la glisse et l'automobile. Qu'est-ce qui vous anime là dans cette aventure-là ? Toi Arnaud, pour commencer, qu'est-ce qui t'anime, toi ? Pourquoi tu fais ça là ? C'est la passion. Moi, j'ai travaillé 20 ans dans le conseil en RH. Et puis j'avais lancé ce petit projet au départ pour rigoler, qui était le Vintage Fun Cup Tour. Je me suis pris au jeu, j'ai vu que ça marchait, et quand François est venu me voir, finalement c'était la continuité. L'idée c'était de professionnaliser finalement l'expérience que j'avais acquise de 5 ans d'événementiel autour de la glisse et de la van life, et puis essayer de de véritablement capitaliser sur tout ce qu'on avait réussi à développer. Et puis je me rends compte que mes 20 ans d'expérience en conseil en RH me permettent aujourd'hui de m'adresser aussi bien au DG d'une grande marque automobile que de m'adresser à un distributeur dans l'univers de la glisse ou de la van life, ou un petit aménageur qui vient de se lancer dans son garage pour et d'avoir surtout une vision. Donc en fait on est vraiment, et j'en parlais tout à l'heure, je sais pas si le mot est bien choisi, mais c'est un peu le projet du kiff où on allie véritablement passion, entrepreneuriat et business. Donc si on arrive à faire tout ça, je pense qu'on a une belle recette en tout cas pour s'épanouir aussi professionnellement, quoi. Voilà. On sent la passion, il en parle bien. Ouais. Ce qui est très drôle, c'est qu'on est un peu Dupont et Dupont. C'est pour ça que je laisse la parole à Arnaud qui exprime très très bien tout ce qu'on ressent et ce qu'on vit depuis des mois sur la construction de ce salon. Moi de mon côté, c'est toujours l'envie d'entreprendre, d'avoir toujours des nouveautés. Je dirais que ce projet, c'est un petit peu un aboutissement en fait de plein de choses de ces 20 dernières années d'existence avec ce beau projet qui est l'agence Kylie accompagné d'Ami Sigardi, et qui est de se donner des nouveaux challenges. Et je pense qu'il y a quelques temps, j'avais besoin aussi de nouveaux challenges et de créer de nouvelles choses. Et c'est vrai que ça a semblé comme une évidence en parlant avec Arnaud de développer ce Glisse & Man. Arnaud, je sais que toi t'es bien branché planche à voile. Ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir de ride ? Mes meilleurs souvenirs de ride, c'est j'avais 18-19 ans, du matos de slalom, du vent de nord-ouest, et je me fais une traversée à l'île-Dieu tout seul, juste en maillot de bain. Enfin à l'époque ça paraissait complètement ridicule, et je suivais les navettes qui partaient à l'île-Dieu, et je les suivais en bateau, et j'arrivais à les suivre, je devais être à 18-20 nœuds, voilà, et sans me rendre compte, à un moment je me retourne, je dis waouh, la côte elle est super loin, et à l'époque on était complètement inconscient, pas de gilet, une planche de 80 litres, 2 mètres de houle, et voilà, juste l'éclate, quoi, voilà. Et je crois que ça c'est mes meilleurs souvenirs de ride, et puis que je suis en train de revivre un peu aujourd'hui avec le nouveau support qui est la Windsurfer, où on se fait les sorties entre potes, on se pose pas de questions, on a notre voile qui est une petite voile de 5-7, la planche qui fait 220 litres, on est au planning, on s'amuse entre les bancs de sable, voilà. Donc c'est vraiment juste du kiff et de naviguer entre potes. Je crois que c'est vraiment mes meilleurs souvenirs de planche. Et je revis aujourd'hui ce que j'ai vécu quand j'avais 18-20 ans, où on était peut-être un peu inconscient à l'époque, mais qu'est-ce que c'était chouette, on s'amusait. Et toi François, c'est quoi ton lien avec l'outdoor ? Ouais, c'est plutôt les voiles légères, et juste un petit souvenir, une anecdote, c'est les grandes régates de Port-Navalo avec en catamaran, et le fait de pouvoir pour une première participation prendre le départ en tête et terminer la course aussi des grandes régates il y a quelques années. Ça c'est un beau souvenir que j'ai sur l'eau à vous témoigner. Sur la van life, t'as quoi comme conseil à donner pour un néophyte ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dois louer au départ ? Est-ce qu'il y a des modèles qui sont adaptés ? Est-ce qu'il y a des erreurs à pas faire ? Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil ? Ouais, le conseil que je donnerais déjà, c'est de faire un essai. Je trouve que la van life, au départ de Paris, c'est facile. Il y a plein aujourd'hui de loueurs de van, et c'est une super expérience. Et au début, il faut partir, il faut faire une petite boucle, partir avec un van déjà moderne, aménagé, faire un petit repérage à l'avance, et repérer éventuellement des spots sur une carte. Souvent les loueurs te donnent les bons plans, voilà. Éviter le camping, je pense que pour moi c'est anti-van life. Le camping, ça doit juste être éventuellement une étape
je dirais pour un projet, enfin pour un point plus technique où que les enfants aient accès à des douches ou à une piscine à un moment ou quelques infrastructures. Mais la van life, elle se vit assez facilement. C'est un spot au bord de l'eau. Voilà. Il y en a plein en France. Je vais pas donner les spots secrets que j'ai, mais il y a des spots incroyables dans la Creuse, au bord de lac, où tu es tout seul et tu gares le van, t'ouvres la porte latérale et tu peux t'asseoir sur le plancher du van et t'as les pieds dans l'eau. Voilà. Et ça, c'est magique. Voilà. Et honnêtement, je le conseille à tout le monde, mais il faut tester, il y a quelques contraintes. On va retrouver un peu, pour ceux qui naviguent, on va retrouver à peu près les mêmes contraintes qu'un bateau. Faire attention de ne pas faire rentrer du sable, etc. Voilà, on va retrouver ça. C'est un lieu exigu, donc il faut bien ranger, il faut être organisé. Mais on a un petit feu à gaz, c'est facile de se faire, de préparer la cuisine dedans maintenant. On se met dehors, voilà. Après, pour les néophytes, faut pas commencer en plein hiver. Il faut le faire plutôt en été, quand il fait beau, parce que le van, il doit servir à dormir et à ranger, et on installe finalement son lieu de vie à l'extérieur du van. Bon, tu me fileras 2-3 quand même petites adresses en antenne. On verra, on en parlera en off. Ah ouais, il lâche pas facilement. Hein. Les gens qui viennent au salon, qui te croisent, tu donneras les adresses quand même. Évidemment. Bah, voilà. S'ils viennent uniquement. Si on rêvait un peu grand, là, le festival sur ma question, j'avais mis dans 10 ans, mais déjà dans 5 ans, ce serait quoi votre rêve là? Je vous dis dans 5 ans, le truc, l'édition. On le dit, François, ou pas? On peut en parler. Ah ouais, les mecs, ils ont réfléchi, c'est bien. Non, parce qu'il y a une suite logique. Ouais. C'est-à-dire que là, l'idée aussi, on revient dessus, c'est que c'est quelque chose aussi qui nous tenait énormément à cœur. C'était de développer cet héritage vivant des JO. Aujourd'hui, on est dans une période où on pose des plaques commémoratives sur les sites des JO un an après. C'est un petit peu ce qui se passe actuellement. Et aujourd'hui, on le dit avec Arnaud parce que ça nous tient énormément à cœur, et d'où ce programme aussi sportif important avec ces compétitions qui sont organisées, c'est de rendre un an après un véritable événement en héritage fort des Jeux Olympiques. Et donc, c'est de pouvoir exploiter et redonner aussi toutes ces lettres de noblesse à ce stade nautique olympique qui a été développé pour les JO, qu'on souhaite opérer l'année prochaine. Donc oui, il y aura une deuxième édition du Glissadman Paris Show, voire une troisième édition. Et comme notre signature, c'est un petit peu les JO et occuper des sites un peu iconiques ou incroyables, on imagine déjà, on commence à rêver petit à petit à ce que pourrait devenir le Glissadman Paris Show, mais plus à Paris, peut-être en hiver, et cette fois-ci dans une station de ski, parce que l'or blanc aujourd'hui se faisant de plus en plus rare, l'or vert est un sujet sur lequel les stations de ski phosphorent. Et donc, avec la mobilité, le vélo électrique, la montagne se démocratise au plus grand nombre. Donc, du coup, on a envie de travailler cette piste hivernale. Et puis... Et si on en parle, c'est qu'on a quelques touches. On a également... et là, on a été très flattés depuis quelques semaines. On a été contacté par un fonds d'investissement Dubai Yacht pour exporter le Glissadman à Dubaï. Okay. Et encore plus incroyable, on a été contacté récemment pour l'exporter à Sao Paulo au Brésil. Donc on a de belles perspectives devant nous. On va rester concentré pour délivrer déjà cette première édition à Paris et commencer à rêver aux futures éditions. Alors pour l'instant, on leur a dit stand-by, très bien, on se reparle après le salon, mais voilà. En tout cas pour nous, ce qui était important, au-delà de l'aspect paillettes, Dubaï, Sao Paulo, etc., c'est de voir que le concept qu'on a fait, il est fort, il est compréhensible et qu'il est duplicable. Parce que ça, c'est aussi un point qu'on avait en tête, c'est que c'est aujourd'hui le Glissadman Paris Show, demain sera le Glissadman Miami, Los Angeles, que sais-je, show. Voilà, donc voilà, on avait déjà quand même imaginé le projet avec une possibilité de le dupliquer, et finalement ces contacts qu'on a eus, qui pour l'instant n'ont abouti sur rien, nous confortent dans cette idée qu'il y a une possibilité évidemment de le dupliquer et qu'on ne s'est pas trop trompé sur le modèle qu'on est en train de développer. Bon, alors le Glissadman Paris Show, c'est du 17 au 21 septembre à Vers-sur-Marne, au Stade Olympique. Le mot de la fin, pourquoi est-ce qu'il faut venir? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument venir? Pour vivre des expériences incroyables. C'est vraiment un salon de l'expérience, un salon de rencontres aussi, d'univers, la rencontre des sportifs, de tests matériels. On l'a dit tout à l'heure, le site est vraiment incroyable. On n'en a pas parlé aussi, mais aussi les randonnées vélo qui seront organisées pendant le Glissadman. Donc et puis surtout ce clou du spectacle avec notre concert du samedi soir.
Ouais, et puis c'est un salon qui s'adresse à tout le monde, à la fois les passionnés, il est ouvert à tous ce salon. Il est à la fois ouvert aux passionnés qui vont revoir les légendes qui les ont fait rêver dans les magazines à l'époque, la nouvelle génération qui va voir le dernier matériel et les derniers millésimes 2026, enfin les nouveaux millésimes 2026, et puis le grand public qui va pouvoir découvrir des sports qui sont accessibles et praticables à Paris comme sur la côte l'été pendant leurs vacances. Donc et tout ça dans un esprit festif. Il y aura des animations musicales tous les soirs, des concerts, en plus du concert évidemment de Céron. Mais voilà, donc c'est un moment de fun pour toute la famille. Génial, en tout cas, moi j'y serai. On va faire du contenu pour Mordu et on va aussi en profiter parce que ça a l'air très très cool. Les gars, merci d'avoir partagé, donné ce temps. Bravo pour le projet. Et puis on croise les doigts pour que ça cartonne. Un grand merci à toi. Mathieu. Salut les gars, ciao. Ciao. J'espère que cet épisode de Mordu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et pour nous soutenir, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous 5 étoiles. Ça nous aide vraiment à faire découvrir le podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur Insta, @mordulpodcast, pour les coulisses, les punchlines et les actus de la glisse et de l'outdoor. Et si vous avez des retours ou des idées d'invités, écrivez-nous directement, on adore échanger avec vous. Écouter des podcasts, c'est cool, rider, c'est encore mieux. J'espère que la prochaine session est pour très bientôt et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mordu. Ciao.